Merci beaucoup, merci d'être venu jusqu'ici. Merci à vous qui avez choisi de nous suivre en vidéo pour cette rencontre avec vous, Aurélie Castex. Vous êtes autrice et illustratrice pour la presse et l'édition. On vous doit plusieurs livres pour la jeunesse, parmi lesquels un récent grand déménagement que voici. Il s'agissait ici voilà, d'un livre que vous avez illustré, ou plus anciennement, vous aviez réalisé déjà une première bande dessinée documentaire Terre ferme avec Élise Gruau, une histoire de transition vers le bio pour une famille d'éleveurs laitiers qui n'étaient autres que vos voisins en Normandie. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de votre nouvelle bande dessinée parue à la fin de ce mois d'août aux éditions du Faubourg, Les Nouveaux Venus. Il s'agit de votre immersion dans une classe d'une école publique parisienne accueillant des enfants ne parlant pas le français ou le comprenant trop peu pour suivre les autres cours, et vous racontez ce que vous y avez vu pendant, et vous racontez aussi quelques-uns de ces élèves dans un temps un peu plus lointain, puisque vous avez choisi de ponctuer l'album par des doubles pages de portraits, d'interviews de ces élèves pour qu'ils reviennent sur leur expérience. C'est de cela dont nous allons parler, cette classe, ce que vous y avez vu, et puis aussi comment vous en êtes emparé pour le raconter dans une bande dessinée avec donc vos médiums que sont le texte et le dessin. On va voir quelques planches, hein. Je ne sais pas si ici vous pouvez bien les voir, qui vont voilà, sur des écrans voilà, pour permettre de plonger dans votre travail. Mais bon, la première question, elle est évidente, attendue. D'où vient l'album et donc cette idée pour vous d'une immersion dans cette classe? Mais j'avais envie de travailler sur l'école. Comme pour Terre ferme, c'est d'abord une rencontre avec le directeur, en fait. C'était le directeur de l'école de mes enfants, qui est une école publique dans le 19e, où il y a un public très mélangé. Et finalement, je me suis rendu compte que très vite, en fait, que ce directeur et les enseignants de cette école, donc c'était pas encore une UPE2A, avaient des choses. Tout de suite, parce que moi je chasse ces acronymes. Donc UPE2A veut dire Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Oui, c'est un peu compliqué pour dire. En fait, c'est un dispositif, l'UPE2A. Sous forme c'est une classe dans cette école qui accueille les enfants qui viennent d'arriver en France et qui ne parlent pas encore le français. Et c'est un dispositif qui leur permet sur une durée d'1 an d'apprendre le français et d'intégrer petit à petit une classe ordinaire. Ils sont en même temps en UPE2A et en même temps, selon leur niveau, dans une classe ordinaire du CP au CM2. Suivant les matières, suivant les cours parfois. Suivant leur niveau, c'est-à-dire que comme l'UPE2A regroupe des élèves de 6 à 11 ans sur toute l'élémentaire dans la même classe, certains sont affiliés à une classe de CE1 quand ils ont l'âge du CE1 et puis d'autres une classe du CM2, voilà. Et donc, c'est dans l'école de mes enfants que il y avait une classe du PE2A. Je ne connaissais pas du tout ce dispositif et je pense que finalement, il n'y a pas beaucoup de... C'est pas très connu. Et j'ai trouvé ça absolument... Enfin, j'ai trouvé que c'était un dispositif très positif et intéressant parce que c'était une façon d'accueillir les enfants et de leur permettre d'intégrer l'école en douceur, en apprenant le français petit à petit. Donc voilà, quand j'ai découvert cette classe-là, le directeur m'a présenté l'enseignante et je lui ai demandé si je pouvais entrer dans la classe pour faire cette BD. Une BD que vous avez réalisée seule, contrairement à la précédente, contrairement à d'autres albums. Est-ce que c'était dû justement au dispositif, à l'immersion, ou est-ce que c'était aussi une envie d'autrice de vous essayer au texte, au dessin et à la couleur seule? Alors en fait, en réalité, au départ, j'avais envie de faire cette BD à nouveau avec Élise Gruau, qui est un peu mon acolyte, qui est, elle, plutôt dans le texte et dans le documentaire. Elle fait de la radio. Et on avait cette idée ensemble, mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait énormément de projets de radio, que moi, j'avais commencé à mettre le doigt dedans. Et il y a eu un moment où je me suis dit, est-ce que j'écris et puis finalement, j'ai tenté. Et j'avais commencé, en fait, Terre ferme, le précédent, c'était déjà un travail d'écriture à 2.
Et là, je l'ai écrit toute seule, mais c'est vrai que je l'ai fait relire à l'enseignante qui a pu me donner parfois des petits indices, elle me disait par exemple, cet élève n'aurait pas pu dire ça. Tout est un peu des notes collectées en classe, et puis j'ai fait des relectures avec l'enseignante. Donc elle a participé un petit peu à l'écriture de ce livre. Cet album, nous le lisons, et puis vous l'avez réalisé dans un temps particulier sur ces questions d'enfants allophones intégrant l'école française, c'est-à-dire qu'il y a la situation de l'école telle qu'elle fait l'actualité récemment, avec des problèmes de reconnaissance, des problèmes de moyens, des problèmes de budget, et puis l'autre sujet qui sont les questions liées aux migrations. Comment ces deux sujets vous ont accompagné ou hanté pour réaliser cette immersion et l'album qui en découlait? Je sais pas, moi je me suis dit, je vais essayer de raconter quelque chose. C'est pas toutes les classes du PE2A, c'est pas toutes les écoles, c'est celle-ci, c'est cette enseignante, et je pense qu'il y a des sujets qui sont plus universels et qui vont faire écho à d'autres enseignants, à d'autres classes. Mais en tout cas, c'est vrai que les deux grandes choses que j'ai retenues, c'est que d'abord, ça fonctionne très bien. En tout cas dans le sein de la classe, d'avoir tous ces enfants qui viennent de cultures, de religions différentes, il y a une ambiance de tolérance, d'apaisement qui est là, mais qu'à côté de ça, il y a des manques, on le sait, des manques de moyens qui apportent des difficultés à l'enseignante, au directeur pour faire leur travail, et aussi aux enfants pour s'épanouir parfois quand ils ont besoin d'un psychologue qui n'est pas là, par exemple. Ce qui arrive. Ah oui, ça... d'un psychologue scolaire, mais il n'y en a qu'un pour un ensemble d'écoles bien trop vaste. Il y en a de moins en moins. Il y en a parfois, il manque, effectivement, parce que le poste est... Et puis comme il y a des enfants là dans cette classe du PE2A, mais dans les classes ordinaires aussi, en fait, évidemment, il y a certains enfants qui ont besoin d'accompagnement. C'est vraiment important que cette équipe pédagogique soit au complet. Et une équipe pédagogique, c'est les enseignants, mais c'est aussi l'assistant ou l'assistante sociale, le psychologue scolaire, le médecin scolaire. C'est ça que m'expliquait le directeur, c'est qu'il faut une équipe entière pour que ça fonctionne, mais quand l'équipe est entière, ça fonctionne bien. Alors vous l'avez dit, dans cette classe, ils sont une dizaine de nouveaux venus, puis de nouveaux venus aussi en cours de scolarité, parce qu'il y en a pas mal qui arrivent au fur et à mesure. Vous l'avez dit aussi, ce sont des âges très variés, entre 6 et 11 ans, dans une même classe. Donc qu'est-ce qu'ils y apprennent vraiment? Le but, c'est évidemment de leur apprendre le français, mais l'école est aussi un lieu où on apprend différentes matières. Donc qu'est-ce qu'ils apprennent? Alors, dans cette classe du PE2A, déjà, ça dépend vraiment des enfants. Il y a des enfants qui ont eu une scolarité ailleurs, et il y en a qui n'ont même pas eu, qui ont même pas eu vraiment de scolarité. Donc déjà, ils apprennent à devenir élèves en France. Moi j'ai vu plein de situations, mais il y a des tout petits qui n'avaient jamais porté de cartable, qui s'asseyaient avec son cartable sur la chaise. Mais il n'y a pas vraiment de programme comme dans les classes ordinaires où on a des programmes scolaires en histoire, géographie, en mathématiques. L'objectif de ce dispositif, c'est qu'ils maîtrisent suffisamment bien le français à l'oral comme à l'écrit pour pouvoir intégrer une classe et prendre une scolarité avec les autres élèves. Et c'est sanctionné par un équivalent, un diplôme sur la bonne acquisition du français qui leur permet ou pas ensuite d'aller dans les classes ordinaires? Alors moi, dans le livre, je parle du DELF, mais en fait, attention, c'est pas... acronyme, il faut dire ce que c'est. En gros, c'est un diplôme qui sanctionne... Je peux expliquer ce que c'est sans expliquer les initiales. C'est un diplôme qui sanctionne un certain niveau de maîtrise du français. Mais ce n'est pas un diplôme qui permet de passer en classe supérieure dans le cadre scolaire. Le DELF, ça peut fonctionner. C'est un diplôme qui n'est pas uniquement dans le cadre de l'école. Là, c'est plutôt l'enseignante, elle leur fait passer le DELF... pour qu'ils aient ce diplôme, mais quand elle leur fait passer, elle sait qu'ils vont l'avoir, ils sont parfaitement prêts. L'idée, c'est qu'ils soient valorisés par ce diplôme. Et voilà. Mais c'est pas ça qui va leur permettre de passer en classe ordinaire ou en classe supérieure. Il n'y a pas vraiment de diplôme à la fin de ce dispositif UPE2A.
Alors, qui décide que ces enfants soient dans cette classe ou pas dans cette classe, puisque si ce dispositif existe dans pas mal d'écoles, il n'existe pas non plus dans toutes les écoles, pas forcément là, il y a partout ce besoin, et puis là, il y a une dizaine d'enfants, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, donc comment se fait ce choix? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a des endroits où il n'y a pas du tout du PE2A. Donc, il peut y avoir au début de la guerre en Ukraine, il y a eu des Ukrainiens qui ont été reçus dans des écoles où il n'y avait pas du PE2A et c'est les enseignants qui ont dû se débrouiller pour les intégrer à leur classe. Là, dans une école où il y a une UPE2A, vraiment une UPE2A dans une classe, c'est l'enseignante qui va évaluer si l'enfant doit rester là ou peut aller dans une classe selon son niveau de français. Selon aussi les questions que se posent l'enseignant ou pas, parce que vous racontez notamment un garçon qui s'appelle Osni qui a réussi quand même à faire pratiquement une année dans une autre école, d'une autre classe. Il comprenait pas le français, mais comme il a trouvé plein de stratégies d'évitement pour répondre aux questions, du coup ça ne s'est pas vraiment vu. Et quand il déménage, il arrive dans cette classe, dans cette école, et là on détecte que peut-être ce dispositif pourrait être pour lui. Oui, donc un côté quasi aléatoire. Oui, puis c'est vrai que lui, il était au départ dans une école. En Seine-Saint-Denis, par exemple, il y a des UPE2A, mais en fait, l'enseignante, elle est sur 3 écoles, donc c'est très difficile. Elle les voit 2 heures par semaine. C'est pas du tout. Là, on est dans un contexte un peu idéal, avec une classe physique dans laquelle les enfants sont tout le temps et ils peuvent passer de la classe ordinaire à l'UPE2A. Dans d'autres endroits. C'est l'enseignante qui se déplace. Donc là, Osni, dans la première école où il parlait pas du tout français, il comprenait rien, il pensait qu'il était nul, donc il se taisait. L'enseignante, je ne sais pas, parce que moi, c'est les propos d'Osni que j'ai retranscrits, mais était sans doute un peu débordé et s'est pas rendu compte tout de suite qu'il parlait pas le français. Donc effectivement, lui, il a passé une première année en France en pensant qu'il était nul, alors que tout simplement, il parlait pas le français. Puis après, il y a une autre enseignante qui a prévenu ses parents que l'UPE2A existait. Et la chance qu'il a eue, c'est que dans le secteur où il était aussi, il a pu être attaché à une UPE2A. Parce que c'est vrai qu'il me semble qu'il y a vraiment des endroits où il n'y a pas du tout ça. Donc c'est à l'enseignante. Là, c'est difficile aussi pour l'enseignant qui n'a pas eu forcément cette formation-là, de se débrouiller avec des enfants qui ne parlent pas du tout français dans leur classe. C'est des enfants, alors excusez-moi cette question, dont les familles sont là en situation régulière ou non, parce qu'évidemment, ce contexte-là s'inscrit aussi dans les questions migratoires, les questions de papier. Le ministère de l'Intérieur est aussi pas loin dans les parages, et il en est question avec une famille où les enseignants ne savent pas trop quoi en faire, parce que le père a été attrapé par la police. Temporairement, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants à ce moment-là? En fait, c'est pas le problème des enseignants tous les enfants ont le droit d'aller à l'école, peu importe d'où ils viennent et peu importe les papiers, pas de papiers, etc. Donc ça, c'est une question qui n'est pas posée par l'enseignante ni aux enfants ni aux parents. Et le directeur que j'ai vu moi décidait aussi de ne pas poser cette question. C'est quelque chose qui les regarde et surtout c'est 2 choses différentes. Eux, c'est justement pas le ministère de l'Intérieur. Mais par contre, c'est vrai qu'ils se retrouvent face à des situations concrètes. C'est-à-dire que là, il y a 2 enfants qui attendent leur père et il n'arrive pas parce qu'il s'est fait arrêter parce qu'il n'a pas de papier. Donc eux, ils se retrouvent face à une situation concrète où ils doivent réagir. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils appellent les services sociaux? Est-ce qu'ils attendent? Mais à un moment donné, les enfants, c'est la nuit. Donc ils se retrouvent comme ça face à des situations où ils doivent aller au-delà de leur rôle d'enseignant et ils prennent aussi des responsabilités et même un peu des risques dans le sens où il y a des choses qu'ils n'ont pas forcément le droit de faire, qu'ils font parce qu'ils veulent aider ces enfants. Voilà. Oui, on sent que c'est quand même le dispositif que vous racontez, la classe que vous racontez, elle est essentiellement due au comportement et du personnel en place, directeurs, enseignantes qui s'investissent énormément, peut-être plus que là où leur métier les conduirait. Oui, parce qu'ils sont avec des enfants en fait. Mais c'est vrai que ça va bien. Ça, pour le coup, ça va. C'est pas que l'UPE2A où ça se passe comme ça. Hein. L'UPE2A, c'est le sujet du livre, mais dans toutes les classes, dans certains quartiers, tous les enseignants se retrouvent face à des situations comme ça. Et voilà. Et effectivement, à partir du moment où c'est des enfants ou des familles qui ont des problèmes, ils se retrouvent engagés dans leur métier, au-delà de l'enseignement pur, quoi.
Alors je vous propose une première image après la couverture extraite de l'album qui vous donne un petit peu l'idée de l'origine de ces enfants, d'où ils viennent, vous voyez, de plusieurs continents, et puis certains qui viennent en cours de route rejoindre cette classe. Et vous l'avez dit dans Aurélie Castex, ce qu'ils font dans cette classe, il y a notamment aussi apprendre le système éducatif français, puisque vous le mettez en scène, ça, dans plusieurs propos d'élèves, ce rapport à moi je pensais que l'école, fallait payer, donc elle n'était pas pour moi. D'autres qui ne comprenaient pas trop comment ça fonctionnait. D'autres, une autre Prisha qui vient d'Inde, qui avait un souvenir plutôt traumatique d'une école où en tout cas il y avait des profs très très durs avec des élèves, des enseignants qui frappaient les élèves. Qu'est-ce que ça fait, ça, à la manière dont l'enseignante prend en charge ces élèves, qui a le français, mais il faut aussi leur apprendre et leur dire que c'est ouvert pour eux tous, cette école? Mais ça, je pense que ça vient assez vite. Elle, de toute façon, c'est une classe où elle apprend à chacun. Les élèves qui sont là accueillent le nouveau et le nouveau vit ce que eux-mêmes ont vécu avant. Donc il y a une sorte de chaîne comme ça où chacun accueille le suivant. Sacrée solidarité entre les élèves. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ce qui est assez fort dans ce petit monde de cette classe, c'est qu'ils viennent d'endroits très très différents. Donc il y a plein de discussions. Plein de questions sur le monde, comment la religion, des choses qui se passent. La vie, la mort, on aura l'occasion de revenir plus tard. Et au fond, ils ont vécu tous la même expérience de l'exil, même si c'est des exils différents. Ça, oui. Et puis après, elle leur explique effectivement qu'en France, on ne tape pas, parce qu'il y a beaucoup de pays finalement où c'est encore le cas, mais aussi des pays dans lesquels ils sont 70 dans des classes, comme en Côte d'Ivoire pour Abdoulaye. Donc... que l'école est obligatoire en France, et puis... qu'elle est gratuite, parce que certains pensaient que ce n'était pas accessible pour eux pour cette raison-là. Ouais. Voilà, ça c'est... Mais dans ces classes, il y a aussi des gens... En fait, il y a des enfants qui viennent... c'est des enfants qui ne parlent pas français, donc il peut aussi y avoir des enfants dont les parents sont architectes, viennent ici pour travailler et ont d'autres moyens. Ce n'est pas une classe... Il y a vraiment un public très varié. Et il existe des UPE2A. Enfin, moi, ce n'était pas du tout mon public là et mon quartier, mais dans des quartiers... On rappelle pour les gens qui ne connaissent pas trop la géographie parisienne, le 19e est quand même plutôt populaire. Plus populaire, mais je sais qu'il y a des UPE2A dans des quartiers plus chics où il n'y a que des enfants... j'allais dire ambassadeurs, mais bon, c'est un autre public en fait. Donc c'est une classe le dispositif initial, c'est apprendre le français à des enfants pour qu'ils rentrent dans une classe ordinaire, et ensuite ça dépend de là où elle se situe, quoi. Et alors, venu du monde entier, forcément, vous le savez, il y a quelque chose qui se passe en France qui ne se passe pas partout ailleurs. Parfois il fait chaud, parfois il fait froid, parfois il neige, ce qui permet aussi, avec les images que vous nous proposez, Aurélie Castex, de voir un peu les différentes étapes du travail entre le dessin, les crayonnés, l'ancrage, jusqu'à la planche couleur. C'est aussi cela qui a rejailli de vos rencontres avec certains de ces élèves, c'est que tout d'un coup, on découvre aussi d'autres climats, et que c'est aussi quelque chose de merveilleux dans leur regard. Oui, oui. Alors là, ces planches-là, c'est très particulier parce que finalement, j'ai passé un an, une journée par semaine dans cette classe, assise au même niveau que les enfants, comme eux, à une table à côté d'eux, à noter plein de choses, tout ce qui se disait, faire des croquis. Mais il y a 4 enfants. Finalement, je leur ai très peu posé de questions parce que c'est des enfants qui venaient d'arriver, pour la plupart, qui ne parlaient pas encore très bien le français. Donc, ils sont habitués à moi parce que c'est l'avantage du dessin, on est un peu discret et tout. Mais Sophie, l'enseignante, m'a présenté 4 adolescents qui avaient été dans sa classe en UPE2A quelques années auparavant et qui ont pu me faire le récit de leur première année en France. Donc là, c'est Abdou qui vient de Côte d'Ivoire, et effectivement, il raconte que quand il est arrivé, c'était l'hiver et qu'il n'avait jamais eu cette expérience du froid. Donc il était effectivement un peu traumatisé de ce froid. Il a pensé que ça allait être comme ça toute l'année. Et puis après, on l'a rassuré en lui disant il y a aussi l'été. Et puis voilà. Donc ça, c'est une planche préparatoire. Et ces 4 adolescents, contrairement à où dans la classe, j'ai pris des notes dessinées et écrites. Eux, c'était vraiment des entretiens où j'ai enregistré leur voix et je les ai retranscrits en essayant de respecter leur façon de parler. Des pages effectivement sur la parole, dont on voit ici la version carnet et
Alors, hop, j'ai raté. Voilà, la version planche. Il faut voir un petit peu aussi les évolutions, parce que c'est ça aussi le plaisir et le défi, c'est de croquer sur le moment quelque chose avant de le retravailler et d'en donner une autre version. Bah oui, alors il y a la première année où j'ai été en classe, où je croquais dans des carnets tout ce qui se passait de façon vraiment sans rien changer. Et puis avec Sophie, les prénoms des enfants ont été changés pour respecter, pour qu'ils restent anonymes. Et puis ensuite, il a fallu, avec toute cette matière de texte et de croquis, essayer de créer un récit qui se tienne pour qu'on puisse entrer dans cette classe. Et donc ça passe par... après, il y a cette phase d'écriture et puis cette phase que vous avez vue juste avant de storyboard, où c'est les planches croquées. C'est déjà une première mise en scène, en place du dispositif. De la BD, oui. Texte-image en croquis. Voilà. Alors, un mot aussi sur un public auquel on a peu parlé, c'est le public des parents aussi, parce que forcément, il en est question aussi dans cet album, dans les propos, soit que vous racontent ces adolescents, soit dans ce qui peut arriver le long d'une année. Qu'est-ce qui se passe aussi là parce que des parents qui arrivent en France dans des conditions très variables, qui peuvent avoir comme priorité autre chose que l'école, c'est-à-dire tout simplement trouver un logement, qui peuvent se retrouver à la rue aussi, c'est ce qui arrive également. Comment ça vient nourrir ou entraver une année dans cette classe? En fait, moi, les parents, je les ai pas beaucoup vus. Je les ai aperçus, mais j'ai pas eu, sauf avec certains, mais pas eu beaucoup de contact avec eux. Et l'enseignante les rencontre pour vraiment toujours sur le sujet des enfants. Mais comme je disais tout à l'heure, par rapport au papier, non-papier, etc., elle ne leur pose pas forcément de questions sur leur situation de vie. Mais elle apprend petit à petit par des petites choses qui se passent dans la classe, des mots que peuvent dire un enfant. Elle comprend petit à petit au cours de l'année dans quelles situations peuvent être les enfants et les parents. Et voilà. Quel soutien ils peuvent recevoir ou non des parents, s'ils sont très présents, très absents, s'ils ont d'autres préoccupations plus matérielles et immédiates. Ça, je pense que comme dans toutes les classes, en fait, ils se rendent compte petit à petit. Si les enfants sont plus ou moins soutenus par leurs parents. D'ailleurs, ça n'a pas forcément de rapport avec le niveau social, parce qu'il y a des parents qui sont vraiment démunis, mais qui sont vraiment là avec les enfants. D'autres qui ont plus de moyens, mais finalement l'enfant est très seul ou devant des écrans. Donc effectivement, elle s'en rend compte petit à petit au cours de l'année. Et puis après, les histoires un peu fortes, comme vous disiez tout à l'heure, quand le papa qui n'est pas venu chercher ses enfants parce qu'il s'était fait arrêter, ça, c'est des expériences concrètes où l'enseignante, le directeur se rendent compte de situations qu'ils n'avaient pas forcément conscience avant. Alors, je vais revenir sur la carte que je vous montrais tout à l'heure, notamment pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, mais il me semble qu'ils connaissent l'album, je crois, avec les provenances des élèves. Et tous ces élèves sont tous dans une même classe, et leur but, donc, ce que vous racontez dans les nouveaux venus, c'est d'apprendre le français. Alors, soit Sophie est très très douée parce qu'elle est capable de comprendre toutes les langues qui sont présentes dans cet album, soit il faut trouver des moyens comme ici, donc c'est toujours Hosni, c'est Hosni dans le moment d'évaluation, et puis Hosni il parle la langue arabe, il se fait aider par d'autres. Qu'est-ce qui vous a intéressé aussi sur la manière dont se joue ce jeu avec ce que c'est Sophie des langues, est-ce qu'elle ne sait pas, et comment elle peut s'établir une communication? Oui, c'était super intéressant. Alors Sophie, elle est très très douée et elle a quand même quelques langues. Et puis, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais les enseignants du PE2A, ils passent le FLE. Enfin, il y a un diplôme ou une formation quand même sur le langage qui existe vraiment. Mais après, c'est vrai que c'est toujours alors c'est beaucoup par le jeu, beaucoup par la cuisine, des expériences, qu'elle va essayer en montrant des choses, en chantant des chansons, qu'elle va parler, leur apprendre le français. Et puis là, cette scène-là, c'est une évaluation. Donc c'est Hosni qui vient d'arriver. Elle lui pose des questions pour voir comment il va répondre et ce qu'il comprend de ce qu'elle lui dit.
Et là, alors là, il y a un autre enfant qui vient de Tunisie dans la classe, donc elle se sert, elle demande à l'autre enfant de l'aider quand elle ne comprend pas ou quand elle voit que Hosni ne comprend pas du tout. Parfois, c'est dans d'autres cas, pour par exemple une petite fille sri-lankaise ou pakistanaise, ils utilisent de temps en temps l'anglais, mais l'idée c'est de le faire le moins possible, une immersion en français le maximum. Donc l'idée, c'est pour ça, là par exemple, il y a un peu des petites blagues, parce que le garçon tunisien qui va faire traducteur, prend son rôle très à cœur, donc il veut tout traduire après, et en fait ça va empêcher l'autre d'apprendre le français. Donc c'est vraiment, l'idée c'est de le faire le moins possible, mais dès qu'elle peut trouver une petite aide à un moment important, elle le fait. Et Hosni est celui dont on vous racontait tout à l'heure, qui avait une scolarité l'année d'avant dans une classe où son niveau de français est passé un peu inaperçu jusqu'à ce déménagement. Et elle raconte aussi quelque chose que vous l'avez déjà mentionné un peu plus tôt, cette double planche-là. C'est la question des solidarités, c'est la question du collectif aussi, qui vous a beaucoup intéressé pour écrire les nouveaux venus. Ils viennent tous d'histoires individuelles, mais il se crée quelque chose de commun. Et d'ailleurs, l'une de ses élèves, Prisha, raconte que dans cette classe, les grands, parce que 600 ans, les écarts d'âge sont quand même très importants, mais les grands s'occupent des petits. Et puis une autre, Afo, qui dit quand même que c'est grâce à cette classe et grâce à ce collectif qu'elle s'est faite des amis. Ça vous a aussi beaucoup inspiré pour écrire l'album, ce qui se passait de collectif? Ah oui, c'est vrai que c'était vraiment impressionnant. Il peut y avoir comme dans tous les groupes d'enfants, des petites accroches, mais globalement, il y avait quand même une grande tolérance, une grande affection entre eux. Et souvent, il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient plus de mal dans leur classe où il n'y avait que des petits Français, parce qu'ils avaient déjà des groupes, en fait, les Français entre eux, alors que là, ils arrivent, ils sont exilés. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle ils arrivent, ils connaissent personne. Et puis, ils ont tous dans la même situation en France. Et donc, ça crée des liens très forts. Et c'est vrai que les plus grands, là, les ados qui m'ont fait leur récit, alors qu'ils étaient déjà au collège, au lycée, cette classe mais fondamentale. Ils ont tout gardé, leurs cahiers, ils m'ont tout ressorti, alors que ça faisait déjà quelques années qu'ils étaient passés là. Mais pour eux, c'était une petite classe un peu cocon qui leur a permis d'arriver quand même en France. Et je trouvais que ce serait génial si ça pouvait être pour tous les enfants, d'avoir ces petits sas pour arriver, pour apprendre le français et pour avoir le temps de s'installer un peu et de s'adapter. Mais alors, finalement, le collectif, c'est comme fait, malgré tout, d'individualités qui viennent aussi d'histoires et de cultures différentes. Vous en avez parlé aussi tout à l'heure. Et voilà, c'est en jeu avec des scènes de cuisine qu'on vous montrera un peu plus loin, où là, effectivement, il n'y a rien de mieux pour apprendre les autres et apprendre les collectifs que la cuisine. Mais l'autre scène collective, c'est autour d'un poisson, parce qu'il y a un poisson dans la classe. Là aussi, ça permet de voir les différentes étapes de travail que vous avez menées, Aurélie Castex. Ici, le carnet, ici, la planche. Et en haut à droite, c'est la scène la moins sympathique. Il y a une procession pour aller jeter dans les toilettes le poisson qui vient de mourir. Et là, c'est quand même aussi une scène qui révèle les discussions qu'il peut y avoir dans cette classe, et notamment les différentes approches en raison de la culture et de la religion autour de la vie et de la mort. C'est aussi qui vous a intéressé ici? Bah oui, parce que c'est vrai que il y a l'enfant sri-lankaise qui dit je me demande en quoi il va se réincarner, et il y en a un qui lui dit il va pas se réincarner, il va juste aller au ciel avec Allah. Et donc là ça commence, il y a une discussion l'air de rien qui commence sur la religion, puis Sophie leur dit que chacun croit ce qu'il veut, et que voilà, mais que c'est pas le lieu, effectivement, l'école, pour parler des religions, mais que chacun croit ce qu'il veut. Et là, pour le coup, la plupart des scènes, je les ai vues, et puis certaines, c'est Sophie qui me les a racontées. Donc le poisson, dans la planche précédente, c'est un carnet de croquis que j'ai fait sur place, mais elle m'avait raconté cette scène de la mort du poisson. Je l'ai pas vécue, mais du coup, je l'ai retranscrit dans la BD parce que je la trouvais vraiment intéressante par rapport au sujet que ça amenait. Voilà. On ne parle pas de religion, mais forcément, on vient quand même avec ce que l'on est, ça nous a formés ou pas. Voilà, on n'a pas à imposer sa religion aux autres, mais après, on peut discuter de la religion. C'est un sujet, en tout cas, eux et tous, qui nous questionnent. Donc, on peut en parler sans l'imposer aux autres. C'était un peu ce qu'elle disait. Ils en discutent. Elle explique bien je crois que c'est Abdou
qu'on peut être. Oui, Abdou. Alors c'est pas Abdou, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu la BD, mais elle explique bien. Non, je crois que c'est celui qui vient de Tunisie, c'est Mohamed en fait qui doit lui dire ça. Enfin, elle lui explique bien qu'on peut avoir une autre religion et penser qu'on se réincarne et que lui il pense ça et que voilà, chacun pense ce qu'il veut. C'est bien Mohamed, bravo. Mais c'est aussi une scène qui a été surprenante à vivre pour Sophie, qui s'attendait pas forcément à ce que proposer d'aller jeter le poisson dans les toilettes face objet de... Alors débat, le terme est un peu gros, mais en tous les cas de discussion. Elle pensait peut-être pas que ça allait arriver effectivement à un questionnement sur la religion. Après, comme elle a des poissons, je pense qu'il arrive qu'ils meurent en classe et c'est peut-être pas la première fois. Donc voilà, mais c'est vrai qu'elle avait... C'était intéressant de voir où ça les avait amenés, mais ça montre aussi que dans cette classe, mais comme je pense aussi dans toutes les classes, c'est souvent des choses concrètes qui amènent des discussions, voilà, en français pour eux, une façon de parler en français, puis aussi des questionnements plus larges. Ouais. Alors, autre planche avec le directeur, personnage important, parce que c'est lui, vous l'avez dit au tout début de la rencontre, qui a été à l'origine, enfin pas à l'origine, mais en tout cas qui vous a permis de faire l'album. Qu'est-ce qu'il raconte pour vous ce personnage? Parce que je vous posais la question tout à l'heure que cette classe, elle dépend beaucoup aussi des personnes en place. Et ma question, c'est est-ce que ce que vous avez, votre sentiment de ce que vous avez vécu, est-ce que c'est un peu unique ou est-ce que c'est un peu la norme en raison de la manière dont ce personnel s'investit dans cette classe et auprès de ses élèves? Moi, je ne peux pas dire pour toutes les écoles, mais j'en ai quand même vu plusieurs. Parce que là, en fait, ça se passe sur 2 écoles. J'ai reconstitué. Et en fait, et puis après, j'interviens dans des écoles et tout. Il y a quand même énormément d'investissement de la part du corps enseignant. Un investissement très, très lourd, quoi. Et lui, là, on le voit, il est très tôt le matin et il fait sa liste de tout ce qu'il doit faire. Et on me disait, en général, j'arrive à cocher 2 cases parce qu'il se passe tellement d'imprévus que toute la liste qu'il a prévu de faire, il ne la fait pas. Et puis voilà, comme il se retrouve face à des situations parfois très compliquées, parfois dramatiques, parfois des problèmes juste matériels, mais qu'il doit régler quand même, ça fait beaucoup de métiers en un seul en fait. Enfin, on le voit. Je voulais absolument commencer la BD par quand on le voit faire de la plomberie dans les toilettes, parce que voilà, moi ça m'avait surprise en arrivant dans cette école de voir que vraiment c'était le directeur qui faisait la plomberie. C'est quand même pas normal. Non, mais ça illustre la question que je vous disais au tout début de la rencontre, de faire ça dans ce contexte où l'école a quelques petits problèmes de moyens et de vétusté des locaux. Et je voudrais poursuivre avec la question du dessin. On retourne ici sur des premières planches, des carnets, parce que le dessin a quand même quelque chose de particulier aussi dans la manière d'être en relation avec les élèves. En quoi il vous a servi justement à bien comprendre ce qu'ils vivaient, puis à établir la communication avec eux? Le dessin, ça attire le regard, il y a quelque chose de magique quand un dessin est en train de se créer. C'est peut-être le médium qui fait moins peur, tout simplement. Oui, c'est vrai que c'est pratique, en tout cas pour rentrer en contact avec eux. Ou comme eux, en plus, ils parlaient pas le français, ils venaient. Alors, on a établi un petit protocole parce que je venais une journée par semaine, parce que sinon, ils venaient tout le temps me voir dessiner tout le temps dans la classe et tout. Donc, ça a attiré le dessin. Voilà. Ça. Donc, on a décidé qu'à la fin de la journée, ils viendraient voir tout le carnet, puis ils se reconnaissaient, puis ils s'amusaient à se retrouver dans les dessins. Moi, ça me permet d'être discrète, d'avoir en même temps écriture et dessin en même temps. Donc ça commence un petit peu comme des mini-cases de BD. Puis après, je réfléchis pas trop quand je suis sur le vif. Et puis c'est après, avec toute la matière, que je fais des sélections. Et vous avez choisi de ne pas raconter celle qui dessine dans l'album. C'est une immersion, mais vous n'êtes pas présente. Pourquoi ce choix ? Ah oui, oui, alors là, sur celle-là, je ne me suis même pas posé la question. Je m'étais beaucoup posé la question sur Terre Ferme parce que est-ce que je me mets en scène, etc. Mais finalement, je trouvais ça quand même... Dans les 2 cas, mon idée, c'était quand même que ce soit la voix des enfants et qu'on soit plongé soi-même à l'intérieur. J'ai l'impression que ça crée une distance d'avoir une personne entre eux et les enfants. Donc, et pour Terre Ferme, à la ferme, c'était pareil. Je préférais que ce soit les éleveurs qui parlent d'eux-mêmes, de leur expérience.
Donc c'est juste une retranscription de ce qu'ils disent, mais voilà. Je voyais pas, en tout cas, j'ai pas trouvé que c'était nécessaire de me mettre en scène dedans. Et qu'est-ce que vous cherchiez à réaliser dans ces dessins au quotidien, dans la classe? C'était quoi les moments de vie qui pouvaient vous inspirer, soit un dessin, soit un morceau de texte? On va voir plusieurs images comme cela. Voilà, comment vous le décidiez? Comment ce qui se passait pouvait vous inspirer à ce moment-là? Je ne le décidais pas vraiment. Ça dépend. S'il y a quelque chose qui attirait mon attention, mon intérêt, parce que c'était un peu particulier ou que je sentais que ça pouvait avoir un intérêt, que ça me faisait découvrir quelque chose, je me disais ça pourra peut-être faire découvrir quelque chose aux lecteurs ou aux gens qui ne sont pas dans la classe. Puis après, il y a des moments où j'ai dessiné de façon beaucoup plus précise. Là, par exemple, c'est une scène que j'ai quasiment reprise en entier dans la BD. Celle-ci, il y a des moments où c'est plus simple parce qu'ils sont posés, ils répondent à des questions, donc je peux les dessiner les uns après les autres. Et puis des moments où ça bouge beaucoup, donc c'est complètement croqué. Mais comme je disais, je pense que je choisis un peu intuitivement sur le moment parce que j'ai pas beaucoup le temps de réfléchir. Donc quand je sens quelque chose, parfois je note juste un petit truc dans un coin alors que je suis en train de dessiner autre chose, mais parce que j'entends quelque chose d'intéressant. Et puis c'est après à l'atelier que je vais faire le tri. Alors on va voir, regardez la magie. Hop, et voilà ce que ça donne dans le dessin final pour la planche. Et justement, la planche, comment vous le pensez? À quel moment la composition de la planche, la manière dont l'histoire va se dérouler, dont les dessins vont se succéder, vous y pensiez? Est-ce que déjà sur place, vous imaginez ces mouvements-là ou pas du tout? Non, pas vraiment sur place. Vraiment sur place, je suis complètement immergée. C'est-à-dire que le but, c'est d'essayer déjà, c'est assez. Il faut aller très vite pour noter des mots. En plus, je voulais vraiment essayer de bien respecter ce qu'il disait et de pas. Donc, j'essayais avec des petites erreurs parfois ou des petites. Enfin, la façon dont il parlait, c'était important pour moi. Donc, vraiment, j'essayais d'être une sorte d'enregistreur dessiné, écrit. Et puis après, c'est peut-être au moment de l'écriture plus qu'il y a un rythme qui commence à s'instaurer et où comme moi je dessine aussi, je peux écrire en ayant déjà des idées de dessins qui se mettent en place et de rapports entre image et texte. Et voilà la scène de la cuisine, qui est quand même un moment un peu central dans l'album, et puis peut-être aussi dans la manière dont le groupe s'est formé. La soupe, c'est vraiment génial parce que c'est un moment. En fait, ils vont d'abord acheter au marché. Voilà, il y a plein d'étapes. Ça commence par La soupe aux cailloux, qui est un livre pour enfants hyper fort, où c'est un loup qui apporte un caillou pour faire une soupe, et finalement tous les animaux apportent chacun leurs petits légumes pour faire une grosse soupe. Donc il y a une histoire de solidarité au travers de ce livre déjà. Et donc elle leur dit à la fin de ce livre, nous aussi on va faire une soupe. Et chaque enfant va devoir aller acheter au marché un légume. Et pour eux, c'est un vrai défi parce qu'ils ne parlent pas français. Donc, ils doivent aller eux tout seuls. Les autres sont plus loin. Acheter un légume à un commerçant français. Donc, ils doivent faire la phrase, etc. Peut-être avec des légumes aussi qu'ils ne connaissent pas pour certains d'entre eux. Oui, alors avant, ils jouent avec le loto. Ils jouent beaucoup avec les images. Donc, ils voient quand même les légumes avant, etc. Puis, elle leur dit, toi, tu vas aller chercher une carotte. Toi, tu vas aller chercher un poireau, etc. Et ils choisissent ensemble. Et puis après, l'étape suivante, c'est de fabriquer la soupe tous ensemble. Donc on voit, c'est toujours des prétextes aussi pour parler, apprendre les légumes, apprendre les gestes, mais tout en s'amusant et puis en discutant de comment chacun, qui fait ça à la maison, est-ce que toi c'est tes parents, est-ce que toi tu participes, c'est des super moments pour apprendre, je trouve. Donc là, oui, il y en a un qui épluche super bien. C'est vrai que moi, j'étais un peu impressionnée parce qu'ils ont des couteaux en classe et tout. Puis en fait, ils se débrouillent certains très bien, d'autres pas bien, mais du coup, elle les aide ou elle le fait. Et on apprend toujours un peu plus sur chacun et sur sa vie à la maison aussi. Donc c'est touchant. Alors je reviens sur l'étape du storyboard, qui est la planche que vous pouvez voir à gauche, peut-être parce que parmi vous, certains connaissent un peu moins les différentes étapes de la bande dessinée. Là, comment est-ce que vous pensez la page de gauche? Donc il y a un peu l'étape transitoire entre les premières idées, les premières esquisses, et puis la planche finale. Là, j'ai dit, c'est un peu une mise en espace, une mise en scène. Qu'est-ce que vous cherchez à saisir à ce moment-là? C'est justement la manière dont la narration va se passer, dont le dessin peut commencer à s'imaginer?
Bah oui, c'est ça, c'est que comme je vais prendre un peu plus de temps à faire un dessin un peu propre et en couleur, sur la page de gauche, l'avantage c'est que je peux vraiment, enfin ça peut être complètement raté, je dessine vite, je fais des essais, mais ça quand même, ça me permet d'avoir une idée de... Bon, là l'idée c'est qu'on prenne du temps en regardant un enfant qui épluche et qu'on voit qu'il est appliqué, qu'il le fait bien. Et puis que ça engrange, ça enclenche une discussion entre les deux, entre un justement qui le fait parce qu'il n'a pas sa mère à la maison et un autre qui n'a pas le droit de le faire parce que sa mère ne veut pas qu'un garçon s'occupe de la cuisine. Donc à chaque fois, c'est des petites ouvertures sur des différences, mais dans un moment où ils sont en même temps ensemble. Et voilà. Mais donc la planche du storyboard, c'est super important parce que c'est le moment où tout se construit et où on n'a pas peur de... Puisque c'est un moment où, comme c'est très vite dessiné et un peu croqué, bah, si c'est raté, je peux recommencer, c'est pas grave. C'est un moment où on peut créer vraiment. Non, voici sur la couverture, vous l'avez dit, à la fin de chaque jour où vous étiez à l'école, les enfants allaient voir votre travail à la fin. Mm. Et une fois que l'album est paru, comment, si Ah là c'est là. produit, quel retour vous ont-ils fait? Alors eux, l'enseignante, le directeur et l'équipe éducative autour, et puis leur famille. Bah, c'était vraiment super. Bah, l'enseignante, elle me suit. On fait beaucoup de choses ensemble. Elle aurait pu venir ici, ça aurait été très intéressant. Et le directeur, il était content aussi. Les enfants, malheureusement, comme c'est des enfants qui bougent beaucoup et que c'est un livre qui a pris beaucoup de temps, ça fait 3 ans que j'étais dans la classe, donc il y en a certains, j'ai pas de contact avec eux. Et, ils sont partis ailleurs ou ils sont. Par contre, les 4 adolescents, bah, eux, c'était vraiment très très touchant parce que je pense qu'ils avaient du mal à imaginer ce que ça allait être ce livre. Et moi, j'avais beaucoup d'appréhension. J'avais peur que ça respecte pas. Enfin, je voulais être le plus proche de leur vie. Et en fait, ils étaient vraiment très touchés et c'était très émouvant. Est-ce qu'à votre tour, vous avez des questions à poser à Aurélie Castex? Faut toujours une première personne qui lance les festivités. Alors, on va vous apporter un micro pour que à la fois tout le monde puisse bien vous entendre et en plus comme c'est enregistré, voilà, que ceux qui nous suivent aujourd'hui, un autre jour sur Internet, puissent vous entendre également. Allez-y. Bonjour. Est-ce que les enfants ils restaient dans la classe allophone, dans le PE2A, ou est-ce qu'ils avaient des inclusions dans les classes ordinaires? Ah non, c'est justement ça qui est super intéressant dans ce dispositif, c'est qu'ils ont des inclusions dans une classe ordinaire. En fait, ils ont 2 enseignantes, Sophie, leur classe du PE2A, l'enseignante du PE2A et l'enseignante de la classe classique, ordinaire. Et ils y vont de plus en plus dans l'année. C'est-à-dire qu'au début, selon leur niveau, ils vont aller une fois ou deux, plutôt en musique, plutôt quand il se passe quelque chose où on n'a pas besoin de beaucoup parler le français pour suivre. Et puis plus ça va aller, plus ils vont y aller souvent. Et ça leur permet aussi de créer des liens petit à petit avec leurs camarades de la classe classique. Donc oui, justement, je crois qu'autrefois, ça s'appelait Clean, les classes d'accueil comme ça, et c'était pas le cas, c'était vraiment une classe fermée. Mais là, il y a vraiment un lien entre les classes ordinaires et l'UPE2A, et c'est pour ça qu'on dit dispositif, je crois, c'est pas juste une classe. Voilà. Une nouvelle question? Ah oui, alors, vous apportez un micro également. Bonjour. Bonjour. Je me suis demandé si vous aviez commencé à rédiger vraiment vos planches au fur et à mesure, ou si vous avez attendu d'avoir expérimenté pendant tout ce temps en classe, en les observant, et qu'ensuite vous avez vraiment écrit et que vous vous êtes mise à faire vos planches. Oui, j'ai attendu, en fait, j'avais des idées qui venaient petit à petit. J'ai les entretiens avec les adolescents qui sont des parties de texte très longues, mais vraiment rédigées à proprement dit. J'ai commencé après être sortie de la classe, en gros. J'ai fait vraiment des phases un peu découpées, quoi. J'ai fait immersion dans la classe, écriture, storyboard et dessin. Ces pages-là, voilà, les doubles pages de portrait, à quel moment justement l'idée vous est
venu parce qu'il fallait aussi que ça puisse se lire dans la continuité des pages de vie dans l'école, dans la classe. Oui, j'avais quand même des idées sur la construction petit à petit, parce qu'en fait, il y a eu une sorte de construction quand même, puisqu'on les voit, ces élèves-là, donc, qui sont en réalité des adolescents, n'étaient pas dans la classe que j'ai suivie, mais je les ai intégrés à cette classe pour que dans la narration, on puisse aller de leur récit à l'intérieur de la classe et que ça crée un peu une histoire. Donc là, j'ai un petit peu triché sur la réalité. Et ça m'était venu assez tôt finalement, mais c'était tellement important d'avoir aussi des voix un peu plus approfondies, des récits un peu plus approfondis du point de vue des enfants, que oui, je pense que c'était nécessaire de faire cette construction pour qu'on aille de leur point de vue jusqu'à... parce que quand on est dans la classe, en fait, mon idée c'était un peu je n'avais pas beaucoup d'informations sur eux, je voulais pas les interroger, c'était des petits, j'avais pas envie de leur poser trop de questions, donc j'ai juste observé. Et c'est vrai que c'était bien d'avoir ces ados qui donnent aussi leur point de vue. Du coup, c'était un autre défi à mettre en scène et en page, parce que vous l'avez dit, c'est de la parole, c'est moins des tranches de vie, ouais. Et puis voilà, elle se démarque aussi par les codes couleurs, par la manière dont vous avez composé ces pages. Oui, comme ça rythme un peu aussi le livre, et puis on comprend qu'on est dans un autre type de récit. Enfin, ça nous fait passer effectivement d'une histoire personnelle à la classe en général. Une nouvelle question ? En fait, moi, dans mon travail, c'est d'être le plombier dans un collège où il y a une classe allophone, donc je connais un peu le truc. Et j'entends que vous avez reconstruit ce que vous avez vu, avec des fois des choses que vous avez un peu rajoutées ou vous trichez un peu parce que vous avez quand même envie que ça apparaisse dedans. À l'inverse, je me demandais, qu'est-ce que vous vous êtes interdit de mettre ? Qu'est-ce que... Ben non, ça, je ne peux pas le mettre. Il y a des choses que je n'ai pas mises parce que... alors, chez les ados, parce qu'ils ne le souhaitaient pas, c'était trop dramatique, parfois. Ça m'a beaucoup inquiétée, d'ailleurs, parce qu'il y a 2 ados qui ont traversé la Méditerranée dans un tout petit rafio. Et en fait, quand ils me l'ont raconté, j'ai senti que c'était quand même très délicat. En fait, c'était moi, ça me paraissait insensé, mais eux, ils avaient honte de ça. Et donc ça, j'ai eu beaucoup hésité parce que finalement, ils m'ont dit raconte-le. Mais comme le temps, entre le moment où ils m'ont fait le récit et le moment où le livre sort, il se passe 2 ans et demi. Et je me disais, j'espère qu'ils n'auront pas changé d'avis, en fait, parce qu'ils étaient jeunes quand même. Donc finalement, pas. Donc heureusement, ça m'a beaucoup rassurée. Mais ça a été une question. Après, voilà, des choses... qu'est-ce que je me suis interdit ? Après, c'est aussi des... Bon, il y a eu un moment... oui, j'ai pas voulu tout... il y a eu la guerre en Ukraine qui a commencé à un moment donné, alors que j'étais dans la classe. Et je me suis pas interdite de le faire, mais... C'était déjà presque écrit, c'était un gros sujet, donc j'ai pas traité ce sujet-là. Ils sont arrivés assez tard dans l'année, en fait. Il faut dire, les enfants, ils arrivent tout le long de l'année, vu que c'est en fonction de leurs exils, c'est pas du tout des rentrées scolaires habituelles. Et les Ukrainiens, ils sont arrivés au printemps. Ouais. Donc moi, j'avais presque fini mon année d'immersion et c'était une question, quoi. Est-ce que on parle de ça ? Donc ça, on l'a pas fait parce que finalement. C'était un sujet très particulier, très d'actualité, et du coup l'idée c'était de rendre quand même l'histoire plus atemporelle, et voilà. Et est-ce que vous aviez des consignes d'autorisation ou d'interdiction de la part de l'Éducation nationale, de la part des familles, de la part au tout début qui vous ont été données ou pas du tout ? Non, mais en fait je n'ai pas eu d'autorisation du rectorat. Chut. Non, l'avantage du dessin, c'est que c'est pas plus facile. C'est un peu compliqué. Non, mais j'ai pas eu non plus de refus. J'ai pas eu de réponse. Voilà. Voilà. Donc voilà, non, j'ai pas eu. Par contre, j'ai beaucoup demandé à Sophie, etc. Et on a vraiment fait très attention, par exemple sur l'identité des enfants, à ce qu'on les reconnaisse pas. Il y en a certains, on a aussi changé leur nationalité. Après, il y en a certains dont je connaissais les parents, donc je sais qu'il y avait aucun problème. Mais voilà, il y en a certains, on les a complètement transformés.
par rapport à des histoires comme ça compliquées. Et puis c'est difficile parce que je ne pouvais pas demander l'autorisation à tous les parents. Les parents, il y en a certains, la plupart, ils viennent tous d'arriver en France, mais ils ont d'autres chats à fouetter que de signer une autorisation pour une BD et tout ça. Donc l'idée, c'était de les laisser tranquilles et de faire en sorte qu'on ne reconnaisse pas les enfants, à part les 4 adolescents qui, eux, assument parfaitement avec leurs parents leur récit. Une nouvelle question ? Écoutez, je vous propose de nous arrêter ici. Merci beaucoup, Aurélie Castex, d'être venue nous parler de votre album Les Nouveaux Venus, paru aux éditions du Faubourg. Vous allez pouvoir retrouver Aurélie sur la partie Salon du Livre de Quai des Bulles. C'est le stand D44. Donc, quand vous entrez dans la partie Salon du Livre, c'est l'allée de droite et c'est tout au fond à droite. Il y a peu de chances, normalement, que vous vous trompiez. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.